bonjour à tous et à toutes. C'est la fin de la journée, je vois qu'on papote, mais si vous aviez la gentillesse de vous rasseoir pour écouter une séquence éditoriale que nous consacrons à l'architecture, plus particulièrement au patrimoine culturel, au cœur de l'attractivité des territoires, sachant que nous attendons un dernier invité, puisque nous sommes un petit peu en avance sur le programme, mais c'est pas grave, ça va nous laisser un peu plus de temps pour discuter de cette belle thématique. Je me joins à vous, je vous présente, chers invités, chers intervenants. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Sophie Macariou, qui est la présidente du Musée national des arts asiatiques Guimet. Merci d'être avec nous. On va parler réseau, on va parler cœur de ville, on va parler action citoyenne grâce au patrimoine. Françoise Benamou à vos côtés. Bonjour Françoise, merci d'être là. Vous êtes coprésidente du Cercle des économistes, mais vous êtes aussi une grande spécialiste de l'économie de la culture, en tous les cas la référence en France. À vos côtés, Philippe Chiambaretta. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte. On parle beaucoup de vous en ce moment parce que vous essayez, on en parlait tout à l'heure, de réenchanter les Champs-Élysées, mais pas que. Vous avez fait d'autres projets et puis vous travaillez aussi beaucoup sur le Grand Paris. Et dès que M. Philippe Balaval nous rejoint, eh bien, nous aurons le plaisir de l'accueillir pour pouvoir discuter avec lui du Centre national des monuments nationaux qu'il dirige et qu'il préside. Et bien évidemment, j'avais prévu de démarrer avec lui. Bon, sinon, c'était pas drôle. Donc on va poursuivre directement, on va sauter une étape et on reviendra avec Philippe sur le patrimoine bâti, le présent, le passé, le futur, tout ce qui fait lien, tout ce qui fait réseau. Et Françoise, on va démarrer avec vous parce que est-ce que vous pourriez juste, s'il vous plaît, vous concentrer un petit peu sur cette séquence? C'est pas toujours évident et j'aimerais qu'on puisse partager un moment d'attractivité justement sur la culture qui fait du bien à tout le monde. En tous les cas, moi, elle me fait beaucoup de bien et à nos invités aussi, que je remercie encore d'être là. Donc Françoise, la culture, on en parle beaucoup maintenant parce qu'on s'est aperçu qu'elle était essentielle, cette culture. Le patrimoine culturel est plus que jamais essentiel. On le réhabilite. Il est source d'attractivité touristique, donc forcément c'est un levier pour notre économie, pour les territoires. Mais comment fait-on aujourd'hui pour créer le lien entre le Grand Paris, entre la capitale et le Grand Paris? Comment on fait pour traverser aujourd'hui justement cette fameuse frontière qui est le périphérique et dont chacun d'entre vous m'avait beaucoup parlé? Bien, on la traverse cette frontière et on s'aperçoit qu'il y a du patrimoine d'une richesse, d'une diversité incroyable au-delà du périphérique. Et qu'on a une vision souvent erronée avec, bon, évidemment, Paris qui brille de mille feux, et c'est incontestable, il faut continuer à entretenir et à enrichir le patrimoine parisien. Mais c'est vrai qu'au-delà, quand vous allez au-delà du périphérique, vous découvrez un patrimoine incroyable. Un patrimoine, alors il y a un patrimoine industriel, mais il n'y a pas que, hein, il y a aussi un patrimoine historique. Et ça, c'est une première chose à dire, à expliquer. Et pour cela, c'est absolument essentiel d'abord de faire savoir que ça existe et de proposer des chemins, des promenades, etc. On le fait de plus en plus. Et il y a, par exemple, des balades que vous pouvez faire au-delà du périphérique. Vous suivez le canal de l'Ourcq et puis vous continuez, et vous découvrez ce qu'on appelle des banlieues, le terme ne convient plus, qui sont riches d'un patrimoine tout à fait important. Après, la question, c'est de savoir comment on marie ce patrimoine avec une dynamique qui soit une dynamique qui est aussi économique, parce que le patrimoine c'est un coût, il faut en faire aussi, c'est un centre de coût, c'est aussi la possibilité d'en faire de la richesse, mais pour ce faire, ça implique tout un écosystème, ça implique une réflexion, ça implique l'appropriation par les populations de leur propre patrimoine, donc toute une politique qui est tout à fait magnifiquement mise en œuvre, notamment par le Centre des monuments historiques, mais pas seulement. Alors justement, vous faites le lien et je vous en remercie Françoise. Bonjour Philippe Balaval, merci de nous avoir rejoints. Pardonnez-nous, on a démarré un petit peu plus tôt, mais ce sont les aléas du direct, comme on dit depuis les débuts de la télévision peut-être. Vous êtes donc le président du Centre national des monuments.
On l'a évoqué ensemble aujourd'hui, et on vient un peu de l'évoquer aujourd'hui avec Françoise, là, il y a un instant. L'équilibre patrimonial n'est pas toujours si simple. On connaît bien évidemment les grands bâtiments, les monuments historiques comme la Tour Eiffel, Notre-Dame, Versailles. On connaît quand même un peu moins Vincennes, on connaît un peu moins la basilique Saint-Denis, Saint-Cloud. Pour vous, c'est important d'essayer de trouver cet équilibre. Vous faites en sorte de trouver cet équilibre et puis aussi de trouver peut-être un autre élément d'attractivité culturelle. J'aimerais qu'on y revienne. Considérer le patrimoine comme une attractivité économique, mais un petit peu avec la création d'une réhabilitation particulière que vous avez évoquée. Oui, merci et pardon pour ces quelques minutes de retard, ce sont les aléas du Grand Paris. Je voudrais dire par rapport à ce que j'ai entendu de la fin de l'intervention de Françoise Benamou reliée à votre question, qu'en réalité le patrimoine, bien sûr, pose tout un ensemble de questions, mais que par rapport justement à des logiques d'équilibre territorial, il porte en lui les facteurs mêmes d'un rééquilibrage des situations possibles. Bon. Je veux dire par là que, évidemment, si on prend la région Île-de-France, il est clair que les touristes, les visiteurs, de façon générale, les publics, ils sont aimantés par des lieux extrêmement célèbres ou particulièrement attractifs comme, je sais pas, la Tour Eiffel, Versailles, etc. Bon, ça, c'est une donnée. Mais en même temps, si j'ose dire, du patrimoine de très grande qualité, il y en a partout. C'est précisément la seule ressource, peut-être, qui soit répartie également entre l'ensemble des territoires. Même dans les territoires où vous n'avez plus d'industrie, où vous n'avez, pour ainsi dire, plus d'agriculture, où vous n'avez plus de tertiaire, où vous n'avez plus de services publics, il reste toujours des éléments patrimoniaux, le déjà là, laissé par le passé. Dans le cadre de l'Île-de-France, bon, bien sûr, on pense tout de suite à Versailles, mais il y a toute cette galaxie de grands domaines royaux ou princiers qui, autour de Paris, forment une couronne verte et qui constituent un élément extrêmement précieux d'équilibre en termes de tourisme, en termes de promenade, d'activités sportives, d'activités récréatives et de plein air. Sceaux, Meudon, Saint-Cloud, Champs-sur-Marne, Fontainebleau, Rambouillet, en allant un peu plus loin, et j'en oublie. Et par conséquent, le grand enjeu, ça va être de mettre en relation ces éléments les uns avec les autres afin d'avoir de véritables stratégies de développement. Et là, on se heurte évidemment à une difficulté, c'est que l'ensemble de ces éléments patrimoniaux, ils sont placés dans une situation juridique différente. Il y en a qui appartiennent à l'État, il y en a qui appartiennent au département, il y en a qui appartiennent aux régions, il y en a qui appartiennent à des propriétaires privés, etc. Et qu'il n'y a pas forcément de lieu où l'ensemble de ces propriétaires, exploitants ou pas, sont réunis pour déterminer des stratégies d'ensemble. Et ça, c'est extrêmement regrettable parce que si on ne surmonte pas cet obstacle, qui est un obstacle objectif mais qui n'a rien d'insurmontable en soi, eh bien, on se prive de possibilités d'exploiter cette ressource. Et puis, donc, le deuxième élément auquel Françoise Benamou vient de faire allusion, c'est extrêmement important, c'est qu'à partir du moment où le patrimoine est partout sur le territoire, eh bien, il faut effectivement le mettre au service de logiques de développement économique et social. Alors oui, ça pose tout un ensemble de questions, mais il faut sortir
de l'équation selon laquelle, quand on a un monument historique, soit on en fait un musée ou un lieu ouvert à la visite, soit on le condamne à l'abandon. Il y a des quantités d'autres possibilités qui sont ouvertes. Alors, on se heurte à des difficultés qui sont liées aux normes applicables à un certain nombre d'activités accueillant des enfants, accueillant des personnes âgées, des lieux ouverts au public, etc. Mais aujourd'hui, notamment dans les territoires dans lesquels les populations se plaignent de ne pas avoir de lieux où se retrouver, de lieux où échanger, de lieux parfois où travailler avec le développement du télétravail, etc., il est temps de réfléchir aux bâtiments existants, aux monuments historiques qui sont rarement complètement occupés et d'essayer de les remettre ainsi en économie pour faire en sorte qu'ils cessent d'être une charge lourde, presque improductive, mais qu'au contraire, ils soient générateurs d'un développement. Et c'est pour ça que notamment, nous sommes au Centre des Monuments Nationaux maintenant très attentifs à toute la réflexion que le gouvernement d'ailleurs cherche à encourager sur les tiers-lieux, parce que notre conviction, c'est que pour se retrouver entre générations, pour travailler, pour avoir des activités associatives, etc., et puis simplement pour échanger dans toutes leurs dimensions humaines, eh bien les gens seraient mieux dans des monuments que sur des ronds-points. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir parce qu'effectivement, penser des lieux culturels d'une autre façon que d'une attractivité culturelle, mais des lieux de travail. Hein, et on pense particulièrement à l'espace de coworking qui vient d'être créé à l'hôtel de la Marine, juste à côté, qui est un lieu splendide et qui a, je crois, 6000 mètres carrés. Je ne suis pas très sûre du chiffre, mais il me semble, voilà, c'est ça, d'espace de coworking. Donc ça, c'est assez inédit, en tous les cas, au cœur de Paris. Donc on peut imaginer que ce sont des sites qui peuvent être le fer de lance d'un tissu de réhabilitation à vocation économique. Sophie Macariou, alors vous aussi, moi je vais reprendre une phrase que vous m'avez dite que j'ai adorée quand on a discuté ensemble, le lien entre patrimoine et le rapport à la ville, puisqu'on parle de ça, hein, c'est un rapport absolument évident à la ville, puisqu'on parle d'attractivité, de communauté citoyenne. Et vous m'avez même dit, l'inclusion c'est comme une feuille de route, le patrimoine comme lieu de conservation, ok, mais c'est également le dialogue social, le musée n'est pas une arrière-chambre. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. C'est un peu dans la lignée justement de ce que vous disiez, Monsieur Philippe Bellaval, où on transforme ces lieux culturels en lieux attractifs économiques, en lieux d'assertion. On en reviendra aussi tout à l'heure. Et j'aimerais que vous nous parliez justement de ce que vous avez réussi à créer entre institutions privées et publiques, la Colline des Arts. Racontez-nous la Colline des Arts. Alors, il se trouve que je dirige donc un musée qui se trouve dans une zone non déshéritée de Paris, qui est le 16e arrondissement, qui est donc le musée Guimet, place d'Iéna. Et quand on regarde en fait la carte des institutions à Paris, on se rend compte qu'il y a énormément de lieux de culture dans ce quartier. C'est le musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est le Palais de Tokyo, c'est Chaillot, c'est évidemment la Cité de l'Architecture, c'est le musée de la Marine, c'est le musée de l'Homme, c'est le musée Yves Saint-Laurent qui est un musée privé, c'est Galliera, c'est le Théâtre des Champs-Élysées, et je dois en oublier, et il y a le CESE dans nos amis, donc le Conseil économique, environnemental et social, qui a été conçu pour être un musée au départ, un musée des travaux publics, et qui est un chef-d'œuvre de Perret. Alors, on a tous des statuts extrêmement différents. Il y a donc une extrêmement forte concentration de lieux qui raconte d'abord l'histoire de l'urbanisation de cette zone avec des bâtiments extrêmement importants et beaux, avec des panoramas sur la Seine magnifiques. Et ça fait des années qu'on évoquait l'idée d'arriver à faire des choses. Et puis voilà, on en restait là. Et on en restait là à cause de ce que Philippe a évoqué également, c'est-à-dire le fait que nous ayons des tutelles, comme on dit, différents. Certains relèvent de la ville, d'autres pas. Nous relevons de plusieurs ministères, etc. Et ça arrête toujours tout le monde. Voilà. Alors qu'en fait,
je crois qu'on change d'objectif et qu'on se dit que le but, c'est pas de se faire ni de l'échange de billetterie, ni ceci, ni cela, mais tout simplement, en fait, de créer des résonances entre nous, entre nos programmations, d'envisager que cette communauté, je dirais ce district culturel, en quelque sorte, il est au service des habitants. On l'a vu aussi en particulier lors des Journées du patrimoine, puisqu'on a créé, en fait, nous, un parcours entre établissements. Alors, on fait sauter une contrainte et on envisage les choses différemment, je dirais, à 2 échelles. D'abord, il faut bien le dire aussi à notre service, nous sommes, nous, une communauté de travail avec des communautés de pratique, un lieu où on peut réfléchir. Et tout ceci, ce laboratoire, qui est d'abord un laboratoire humain, peut être mis en fait au service de nos visiteurs. On avait commencé à le faire il y a déjà 3 ans, en se disant qu'on se prêtait des lieux. Alors moi, j'ai beaucoup l'idée que les musées, en fait, sont des tiers-lieux qui s'ignorent. Voilà. Et qu'il faut le rendre visible. Nous faisions une exposition sur des armures japonaises qui s'appelait Daimyo, seigneur de la guerre au Japon, et on n'avait pas assez de place. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé voir nos voisins du Palais de Tokyo, pas parce qu'il s'appelle le Palais de Tokyo, mais parce qu'il a des très beaux espaces, et on leur a parlé de notre projet, en se disant qu'on pouvait peut-être en fait aller s'installer dans leur coquille à eux, et qu'il fallait que ça parle évidemment à leur programmation. Du coup, celui qui à ce moment-là présidait au destiné du Palais de Tokyo, qui était Jean Deloisy, m'a dit ton idée est formidable, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait une résonance contemporaine, donc je vais aller chercher un artiste contemporain. Il est donc allé chercher un artiste contemporain anglais qui a travaillé sur cette thématique, et nous avons mêlé les deux. C'est la première étape, je dirais, pour construire quelque chose qui, moi, m'est extrêmement cher, qui sont les lieux de culture comme des lieux totalement ouverts, dont on fait tomber les murs. On fait tomber les murs en partie institutionnels. On est dans une logique, je dirais, d'échange de bons procédés. C'est aussi comme ça, à mon avis, qu'on fait de la ville. Voilà. Parce qu'on remet au cœur de tout ça, en fait, les utilisateurs, qu'ils soient touristes ou qu'ils soient locaux. Il ne faut pas utiliser les locaux, il ne faut pas oublier les locaux, surtout en ces temps de pandémie, avec tous les impacts sur le tourisme que nous avons vus. Et à ce moment-là, on est capable de penser plus librement à l'utilisation des lieux. Je crois que les musées, si vous voulez, uniquement comme des lieux de conservation, des arrière-cours, comme je dis, je ne dirais pas qu'ils ont vécu, mais il faut qu'ils aient l'imagination nécessaire pour réinventer leur mission. Quand je dis que ce sont des tiers-lieux, je crois beaucoup qu'un musée a pour vocation de faire de l'innovation sociale. Ça veut dire qu'il doit réfléchir à la façon dont on l'aborde, très physiquement déjà. Pousser la lourde porte d'un musée, c'est en soi déjà une épreuve, ça veut dire quelque chose. Il y a une non-perméabilité avec la ville, il y a une non-perméabilité du temps, il y a une limitation de la visite. Alors nous, on a fait une chose assez simple, on est les seuls à le faire à Paris, j'en suis très fière, c'est dire aux gens, vous achetez votre billet, vous payez une fois, et avec votre billet, vous pouvez venir 2 fois en 15 jours. Avec un constat assez simple, personne ne fait 2 fois, comme on dit, le même geste d'achat pour une institution culturelle. Le but, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est de gagner, je dirais, de la fidélité, c'est de gagner du lien avec nos visiteurs. Alors, de temps en temps, on me dit, mais les gens se repassent leur billet. Je leur dis, s'ils passent le billet à quelqu'un d'autre, c'est quand même toujours une seconde visite. J'ai gagné quelque chose, j'ai gagné un nouveau visiteur, et c'est ça qui est fondamental. La réflexion sur, par exemple, la tarification, sur les programmations que nous pouvons faire ensemble, nous amène aussi à réfléchir, par exemple, tout ça a été lancé à la fin du premier confinement. Premier petit déjeuner de la colline, c'était, je crois, le 7 juillet 2020. Nous avons fait beaucoup de choses depuis. Ça nous a amené, en fait, à réfléchir à la façon dont on pouvait travailler aussi sur l'espace qui nous réunit, c'est-à-dire l'espace de la ville, comment on pouvait approcher la ville, aussi dans la perspective évidemment de Paris 2024, pour voir est-ce qu'on pouvait réussir à piétoniser certaines zones, parce qu'on est un peu relié par une autoroute, il faut bien le dire, voilà, et que pour moi c'est un véritable sujet, dans la perspective aussi des réaménagements qui vont évidemment impacter le Trocadéro, la zone de la Tour Eiffel, etc. Et puis enfin, ces musées sont des tiers-lieux, peut-être que
ce ne sont plus uniquement les maisons, la maison des muses, ou alors de toutes les muses. Il faut rappeler que de plus en plus, ces lieux qui ont eu l'air d'être des à côté, les services dans les musées, par exemple, ou dans les théâtres, les restaurants, les terrasses, etc., sont devenus des lieux extrêmement importants. Nous, on est en train de rénover le musée, par exemple, pour faire en sorte que l'an prochain, toutes les terrasses soient accessibles et que la terrasse du deuxième soit un lieu où on puisse venir s'installer dans une chaise longue, lire, installer des boîtes à lire. Voyez, on viendra déposer, reprendre des livres, passer du temps, regagner l'intérieur, faire un bout de visite, ressortir. Voilà. Et c'est la même perméabilité que j'essaie de réfléchir à l'intérieur du musée, que nous essayons de réfléchir avec tous mes collègues, et sympathiques collègues et amis de la Colline des Arts, dans cette espèce de perméabilité plus grande entre les institutions. Et ça, pour moi, c'est aussi une façon de réfléchir effectivement à ce qu'est l'usage de la ville. Merci beaucoup Sophie, ça me fait rebondir avant de redonner la parole à Françoise, à qui je tiens à poser un certain nombre de questions. Mais puisqu'on parle de décloisonnement, on parle de décloisonnement, de laboratoire, de galaxies, de réseaux et de frontières aussi, de grands axes. Ça me permet de donner la parole à Philippe Camberata parce qu'on en a beaucoup discuté, Philippe, au téléphone. Comment on fait pour passer ce périph' qui devient une frontière là, vous, dans votre quartier, vous avez réussi à décloisonner, Sophie. C'est un exemple à suivre. Comment on peut faire cet axe majeur qu'on a évoqué ensemble, ce patrimoine architectural bâti, cette merveille d'ailleurs, comment on peut faire pour créer un lien plus fluide entre Paris et le Grand Paris? Alors, je peux vous parler rapidement de l'expérience que l'on mène depuis 3 ans autour de ce thème des Champs-Élysées et de l'axe majeur. C'est parti d'une analyse, c'est un laboratoire, c'est un travail expérimental qui est parti, en gros, je peux résumer ce que j'ai entendu cet après-midi. On a parlé du Grand Paris, le Grand Paris qui a besoin à la fois de devenir plus désirable, donc clairement la culture peut y contribuer, plus inclusif, on a beaucoup parlé d'insertion, et puis de transition écologique. Et tout ça est extrêmement complexe. Je crois que s'il y a un mot que j'ai le plus entendu cet après-midi, c'est complexe. Et la complexité, en fait, fait qu'on a aujourd'hui, pour affronter ces enjeux du Grand Paris, en fait, 3 déficits. Un déficit de connaissances. Il y a vraiment un problème de connaissances scientifiques parce que cette complexité ne correspond pas à ce qu'on a développé comme champ de savoir depuis 3 siècles. C'est un premier sujet, donc on doit faire des recherches et faire des projets expérimentaux. Il y a un problème de gouvernance, on l'a dit, et en particulier sur le Grand Paris avec ces 2000 feuilles. Et il y a un problème enfin d'imaginaire. Et quand on a parlé de réenchanter le Grand Paris, on voit bien qu'il y a un gros déficit d'imaginaire sur le Grand Paris. C'est-à-dire qu'en fait, si vous demandez à des touristes, voire même à des Parisiens ou à des Français de se dire quelle est une incarnation de ce qu'est le Grand Paris, à part le métro, mais je pense on sait qu'il y a un Grand Paris Express, mais c'est pas forcément ce qui va le plus, je dirais, remuer les imaginaires. Et donc, en fait, en réfléchissant à ça, on s'est dit qu'en fait, il fallait vraiment que ce soit des projets un peu exceptionnels qui arrivent à, quelque part, faire adhérer le public de façon très, très forte. Et embarquer l'imaginaire des Parisiens et même du monde au sens large. Le hasard a fait qu'on a été sollicité il y a 3 ans de cela par le comité Champs-Élysées qui nous a sollicité en disant voilà, les Champs-Élysées est une avenue connue dans le monde entier, c'est même l'avenue la plus connue du monde. Tous les touristes viennent le voir à Paris et en revanche, c'est une avenue qui est désertée des Parisiens. Et les statistiques et les sondages qu'on a fait, enfin on sait aujourd'hui compter les visiteurs, il y a 5% des 100 000 personnes avant le Covid, là les chiffres ont baissé, il y avait 5% de Parisiens et 80% de touristes. Après il y avait les gens qui travaillaient dans le quartier. Et donc on s'est livré à une réflexion qui était de dire en fait cet incroyable symbole qui est là et qui est quelque part abandonné, un peu abandonné même par les pouvoirs publics parce que ça fait effectivement depuis la rénovation de 93 par Chirac, il y a eu pas un centime d'investi par la ville de Paris sur les champs parce qu'on considère que c'est une zone finalement qui se fie à elle-même, il y a le commerce, etc. Et donc on a fait la proposition de se dire et si on cassait, je dirais, la logique habituelle où c'est le public qui doit s'occuper de l'espace public, qu'on regarde ça comme l'espace commun et que le privé formule une vision
qui partirait des Champs-Élysées et qu'on a même prolongé sur l'axe majeur qui va jusqu'à la Défense, parce que ça, c'est un patrimoine urbain qui remonte au XVIIe siècle, puisque ça démarre avec le nôtre, qui, à la demande de Louis XIV, trace le premier trait des Champs-Élysées dans la continuité de l'axe du jardin des Tuileries. Donc c'est le moment où on veut se rendre maître et possesseur de la nature, et donc les Champs-Élysées sont quelque part le kilomètre zéro de cette modernité occidentale. Et ça va dès 1774 jusqu'à la Défense, qui n'existe pas à l'époque, bien sûr, mais jusqu'au site de la Défense. Donc l'axe majeur, qui va devenir cette avenue de 70 mètres de large, homogène jusqu'à la Défense, qui traverse bien sûr les Champs-Élysées, la Grande Armée, puis l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly, et arrive à la Défense. Elle est un patrimoine de 8 km de long absolument exceptionnel, mais qui aujourd'hui est quelque part non conscientisé. Il est presque un peu invisibilisé, comment dire. Donc je dirais le pari qu'on a fait, ou la proposition, c'est de dire si la France et tous les grands acteurs privés finançaient une réflexion en faisant don à la ville de Paris pour quelque part stimuler cet imaginaire et l'envie de faire, on pourrait là justement créer un objet qui est un objet du Grand Paris, parce qu'en fait, au-delà de la Défense, on peut aller même jusqu'à Nanterre et jusqu'à retrouver la Seine, donc de la Seine à la Seine. Et là, il y aurait un objet de représentation et très fort, dans lequel on a quand même 400 000 salariés, c'est une grande partie du PIB français qui est là, beaucoup de monuments, beaucoup de musées. Et donc, en fait, ce projet qu'on a formulé en fait, a séduit la ville de Paris, qui a été rejoint après par les maires du XVIIe et du XVIe, le maire de Neuilly. On est en train aujourd'hui même d'aller jusqu'à la Défense et de réfléchir à ce projet qui, sur une quinzaine d'années, pourrait être un réenchantement de l'axe majeur, avec une très forte place donnée à la culture, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc on décloisonne, on tisse, là, ça y est, on commence à tisser vraiment un vrai lien patrimonial sur cet axe majeur. Vous avez évoqué tout à l'heure le Grand Paris Express. François, je voudrais revenir avec vous là-dessus, parce que le Grand Paris Express, on le sait, il y a des tandems architectes, artistes qui sont en train de construire aux portes des métros et des gares, surtout aux portes des gares, des œuvres d'art, des œuvres patrimoniales, architecturales qui construisent le patrimoine de demain, parce que quand on évoque le patrimoine, on pense souvent à l'histoire, mais il faut aussi penser à celui qu'on construit. Alors on évoque du coup un petit peu l'art dans la ville, le patrimoine pour tous. Qu'est-ce que ça évoque, Françoise? Parce qu'on a beaucoup parlé d'inclusion. Ça fait partie de l'attractivité d'un territoire? Bien sûr, c'est fondamental. Là, je travaille sur une note pour le Conseil d'analyse économique où on essaye de faire entrer dans un modèle, si vous voulez, des variables économétriques qui mesurent le bien-être d'un côté, à travers des indicateurs qui sont fournis par l'INSEE, et d'autre part les équipements culturels. C'est très intéressant de regarder quel est en quelque sorte l'accroissement de bien-être qui est produit par ces équipements culturels. On met ça en relation aussi avec les mouvements des Gilets jaunes, avec le taux d'abstention, etc., pour regarder si dans les lieux où il y a des équipements culturels qui fonctionnent de surcroît, à ce moment-là, on a finalement un vivre ensemble qui se passe mieux en quelque sorte, et cela a des conséquences évidemment à la fois tout à fait concrètes pour les populations qui sont là, et aussi pour l'économie, parce qu'une économie attractive, un territoire attractif, un territoire qui fait venir des entreprises, c'est un territoire qui fait venir aussi des gens qui vont travailler là éventuellement. Il n'y a pas que des migrations de lieu à lieu. Et donc pour ce faire, pour que les gens s'installent, il faut qu'ils y trouvent leur compte culturel aussi, en tous les cas, pour toute une partie des populations habituées à consommer de la culture. Donc on a un enjeu qui est très fort. Cet enjeu, on le retrouve d'ailleurs avec ce qui se passe avec le Covid, qui peut faire que des personnes qui étaient habituées à travailler au cœur de Paris et qui habitaient au cœur de Paris se disent, et c'est vrai de couples de jeunes, on le voit déjà dans les statistiques, des jeunes qui se disent, des jeunes ménages qui se disent, on va aller plutôt un peu plus loin, et on pourra avoir des appartements un peu plus grands. Et ça implique peut-être
que se développe un mouvement de déplacement de l'offre culturelle, quelque chose qui bouge et qui ne concerne donc pas simplement le cœur de Paris. Donc je crois qu'un des grands enjeux du Grand Paris, c'est pas seulement, bien entendu, tout ce que vous avez décrit et tout ce que vous faites magnifiquement, mais je crois que ce qui est extrêmement important, c'est d'arriver à construire ce vivre ensemble, casser le sentiment d'isolement que beaucoup mettent en avant et qui explique beaucoup des mouvements qu'on a pu avoir. Pas seulement les gilets jaunes, parce que ça c'est la pointe extrême, mais aussi un manque d'intérêt pour la vie publique, pour ce qui est le bien commun. Et un de ces grands enjeux passe aussi par la culture, parce que c'est à travers la culture qu'on peut tisser ces points de référence, en jouant à la fois sur le patrimoine et puis aussi sur... comment vous dire, le caractère immatériel du patrimoine, c'est-à-dire ce que dit le patrimoine aux gens, la profondeur historique qu'il donne, le sentiment d'exister dans un lieu qui n'a pas été simplement fait pour qu'on y dorme ou qu'on y travaille, mais un lieu qui a toute une histoire. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est l'enjeu très fort, qui est à la fois social et qui est économique, évidemment. Alors justement, quand on est dans un lieu à fort patrimoine culturel, historique, Philippe Bellaval, quand on décide de le transformer en lieu social, à vocation sociale, est-ce que ce patrimoine, cette culture participe justement à une certaine attractivité auprès du public qui vient? Est-ce qu'il y a un effet de transmission naturelle? Comment on décide de transformer un patrimoine à des fins d'inclusion, tout simplement? Il y a plusieurs... routes ou plusieurs stratégies pour transformer un patrimoine. Si vous faites allusion à ce que nous avons fait à l'Hôtel de la Marine, c'est que nous sommes simplement et modestement mis à l'écoute du monument lui-même, de sa structure et de ce qu'il racontait. Bon, les marins, après 226 ans d'occupation, nous laissaient 6000 mètres carrés de bureaux. Bon, que faire de ces bureaux, sinon les laisser à l'état de bureaux et dégager, grâce à la location de ces espaces, les moyens de rénover le reste. Bon. Quant au reste, il y avait deux parties bien distinctes. Une partie Napoléon III, des salons de prestige aménagés derrière la loggia de la place de la Concorde, tout près d'ici. Bon, bien évidemment, il était clair que c'était des espaces destinés à la réception, à la représentation, et puis il y avait des espaces remontant au XVIIIe siècle, ayant préservé de façon très remarquable leurs décors et leurs collections. Et là, il y avait évidemment la possibilité d'une restauration et d'une remise en état du XVIIIe siècle, qui était d'autant plus possible que l'on avait des inventaires extrêmement précis sur la décoration des pièces et sur leur ameublement. Bon, voilà, autant de lieux, autant de stratégies différentes. C'est vrai que je me garde de tirer des leçons générales et définitives du succès de la location de 6000 mètres carrés pour des espaces de coworking à l'Hôtel de la Marine, parce qu'évidemment, des bureaux à l'adresse du 4 rue Royale, ça a une attractivité spontanée, je dirais, vérifiée d'ailleurs par les réactions des utilisateurs de ces espaces, qui trouvent une grande satisfaction à être à une adresse pareille, au voisinage d'un monument ouvert au public, enfin au voisinage, au sein même d'un monument ouvert au public. Et c'est si vrai qu'au plus fort de la crise sanitaire, quand j'avais peur de l'impact de cette crise sur la situation économique de la société avec laquelle nous avions contracté, ces dirigeants m'ont rassuré en me disant « Ne vous inquiétez pas, nous lâcherons tous nos espaces, si la situation le nécessitait, nous lâcherons tous nos espaces avant de lâcher l'Hôtel de la Marine. » Bon, donc c'est une chose claire. Après l'Hôtel de la Marine, nous adoptons la même démarche dans un contexte beaucoup plus difficile, qui est celui du château de Villers-Cotterêts,
dans l'Aisne. Bon, à Villers-Cotterêts, nous sommes précisément dans une zone économique et sociale en très grande difficulté. Dans le sud du département de l'Aisne, les taux de chômage, d'illettrisme, d'alcoolisme, de pathologie familiale, etc., sont parmi les plus élevés de France et très au-dessus de la moyenne nationale. Bon. Donc, nous prévoyons dans certains espaces du château, à côté de la partie spécifiquement culturelle, organisée autour d'un projet portant sur la langue française, nous allons essayer de développer tout un ensemble d'activités, justement, de formation, de socialisation, en direction de la population locale. Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit ni aussi facile, ni aussi profitable sur le plan purement financier que Place de la Concorde. Mais malgré tout, je crois que c'est une expérience à suivre parce qu'on a là donc une population qui rencontre les difficultés que j'ai évoquées, qui, en plein milieu de la ville, avait une ruine inaccessible qui tombait littéralement et dont elle ne faisait rien, qui donnait en plus une image très péjorative au centre de l'agglomération. Et là, il y aura un lieu qui va être rénové, qui va être ouvert et où un certain nombre de choses vont se produire. Et donc, ce sera une occasion de vérifier la pertinence ou non de cette remarque. Mais quelles que soient, en tout cas, les caractéristiques du lieu, quelle que soit l'échelle, il y a matière à innovation, à volontarisme, et je pense que c'est un très grand enjeu pour la France de demain, de savoir exploiter son patrimoine, non seulement en faisant venir des touristes du monde entier, mais également en faisant en sorte qu'ils répondent aux besoins des populations de proximité. Merci beaucoup. J'entends beaucoup réenchanter, transformer, régénérer, alors qu'on connaît ce patrimoine qui est d'exception. Selon vous, pourquoi on a besoin d'utiliser ce mot finalement, Philippe Cambieratin, de réenchanter, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, on a la plus belle, je crois, au monde. Elle est réputée pour être la plus belle, mais quel est le sens vraiment du réenchantement ? Elle est réputée pour être la plus belle, mais si vous le regardez vraiment, l'avenue des Champs-Élysées est là, vous vous rendez compte très rapidement que c'est une légende qui est totalement erronée aujourd'hui. Je dirais, regardez l'état des Champs-Élysées, de la place de la Concorde, de la place de l'Étoile, c'est loin d'être la plus belle avenue du monde. Et en fait, c'est en ouvrant les yeux un étudiant, le fait d'avoir cette exposition qu'on a fait au pavillon de l'Arsenal nous a conduit à étudier l'histoire, parce qu'on le regarde tel que c'est aujourd'hui, sans nécessairement savoir ce que ça a été. Et en fait, les jardins qui sont à côté de ce pavillon, en fait, étaient jusque dans les années 50, des lieux qui étaient noirs de monde. C'est-à-dire des familles et des enfants jouaient dans ces jardins. C'était un lieu extrêmement populaire. Proust raconte son enfance dans ces jardins. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à la fin des années 60, c'était très clair. À l'époque, c'était des manifestations, mais c'était la place qu'on a donnée à l'automobile. Je ne voudrais surtout pas rentrer dans le débat des anti-automobiles, c'était justifié à l'époque, et d'ailleurs les Champs-Élysées sont devenus le musée de l'automobile. Enfin, c'était vraiment le temple à partir du début du siècle. Dans le tournant, on venait se promener sur les Champs-Élysées en carrosse, c'est la promenade où on est à Longchamp, et puis la voiture est arrivée au tournant du siècle, et c'est devenu donc les vitrines de la voiture. La place de la Concorde aujourd'hui est en rond-point. Les Champs-Élysées sont une autoroute. Eh bien, par exemple, réenchanter, donc, on a essayé de comprendre comment on pouvait, quelque part, sans pour autant piétoniser toute cette partie-là, mais en réduisant, en équilibrant mieux la part du piéton et celui de la voiture, en revisitant aussi les jardins qui sont en fait des jardins conçus par Alphand à l'époque, des jardins coloniaux dans lesquels le réchauffement climatique n'existait pas. Aujourd'hui, il est clair qu'on doit penser des jardins pour dans 10, 20, 30 ans, quand on aura des îlots de chaleur en permanence, et utiliser les 27 hectares qui sont autour de nous. Enfin, ça, c'est une découverte qu'on a faite dans cette étude. Il y a 27 hectares au bas des Champs-Élysées qui sont la taille des buttes Chaumont.
il y a 5 fois moins de personnes qui s'y promènent que dans le parc Monceau, qui est 3 fois plus petit. Donc c'est un hyper vide. C'est un endroit qui est complètement vide. Et en fait, tout simplement, aller réenchanter, nous, la proposition est très concrète. Si on retravaillait la place de la Concorde en interdisant l'accès au centre, ce qui permettrait de rénover à la fois l'obélisque et les deux fontaines qui sont en très mauvais état, et de faciliter la promenade depuis les Tuileries jusqu'à les Champs. Enfin, il y a de quoi faire un jardin extraordinaire qui est là, mais qui n'est pas là, enfin, qui est là imaginairement. Un jardin extraordinaire. Philippe Bellaval, vous vouliez intervenir? Oui, pour illustrer le propos de notre ami. Donc, ce week-end, à l'occasion de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile Charles de Gaulle était piétonnisée de samedi 6h du matin jusqu'à dimanche minuit. Eh bien, 325 000 personnes ont franchi les points d'accès à cet espace piétonnisé. Ce qui prouve que, bon, évidemment, c'est une opération exceptionnelle qui n'est pas appelée à se renouveler, etc. Mais ce qui montre que, justement, il suffit de pas grand-chose pour faire venir ou revenir des foules considérables. Oui, on est en plein dans l'attractivité. Merci beaucoup pour cette intervention, parce qu'effectivement, là, on a l'exemple même que, il ne suffit pas de beaucoup, il suffit d'une œuvre d'art quand même assez exceptionnelle, malgré tout, mais en ouvrant, en rendant piéton, en tous les cas, l'avenue, une fois par an, je crois que Paris est offert à ses piétons. En tous les cas, on voit tout de suite l'attractivité. Je voulais rebondir avec vous, Sophie, parce que j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'on pourrait imaginer la colline des Arts du Grand Paris? Maintenant que vous vous êtes lancé, est-ce qu'on peut tisser un réseau au-delà de cette frontière qui est le périphérique, justement? Oui, parce que par définition, un réseau, ça n'est pas destiné à s'achever. En fait, d'une certaine façon, nous, on a commencé à tisser des points. Donc, on s'est dit, on va de l'Elma au Trocadéro, on peut continuer. Alors, on a aussi voulu intégrer des institutions qui, au départ, ne sont pas perçues comme des lieux de culture. La plupart des gens ont oublié que le Conseil économique, environnemental et social, c'est fait pour être un musée au tout départ. C'est surtout un chef-d'œuvre architectural. Mais le principe est aussi de se dire, on a un patrimoine architectural exceptionnel dans ce quartier. Il faut qu'on travaille, je dirais, sur l'extérieur. C'est-à-dire que le but, c'est certes de faire entrer dans nos musées, dans nos théâtres, etc., mais aussi d'amener les gens qui se promènent dans le quartier à regarder la ville autour d'eux. Et je rebondis sur ce qui est dit autour du périphérique. Il y a d'abord un patrimoine architectural exceptionnel partout. Le problème est souvent que, en fait, on ne donne pas les clés pour le voir. Il y a un vrai problème, je dirais, d'éducation du regard, d'éducation en particulier à regarder l'architecture. Qui sait qu'il y a une église sublime au Raincy, par exemple? Bon, nous, on le sait, mais pas beaucoup de gens ne le savent. Qui mesure, moi je dis souvent ça, qu'il y a eu des grands projets, par exemple, en banlieue, absolument magnifiques, avec une ambition architecturale extraordinaire, souvent dans des mairies communistes, mais pas toujours. Et on a extraordinairement dévalorisé cette architecture du XXe siècle. Est-ce qu'on apprend à regarder le béton, qui est une grande partie de notre patrimoine architectural? Bon, donc je pense que ça passe aussi, bien sûr, par des actions d'éducation, par le fait que l'on parle de notre apparence. Et ce réseau, par définition, il est infini. Quand on est arrivé à l'Alma, au Théâtre des Champs-Élysées, on peut aller partout. Il y a toutes sortes d'échelles aussi de patrimoine différents. Je reviens au cas de Perret, évidemment. Les grands amateurs d'architecture savent qu'au-delà du CESE, dans le 16e, il y a des sublimes monuments de Perret, mais c'est peut-être aussi à nous, institutions culturelles, d'essayer de travailler, je dirais, sur la création de ces promenades. Les promenades, c'est peut-être un autre nom du réseau. Oui, une promenade. Françoise, il y a une chose qui est claire là aujourd'hui, c'est que si on veut rester attractif, il faut être dans l'action. On en parlait aussi tout à l'heure, Sophie. Le dire, c'est bien, on évoque beaucoup de choses là, mais agir, c'est encore mieux. Comment on fait aujourd'hui pour que les actions des uns et des autres puissent se réunir pour faire vivre ce Grand Paris? Parce que c'est vrai, Philippe Cambiarata, vous l'évoquiez, on entend beaucoup le mot complexité, mais c'est vrai que c'est très complexe. En plus, chaque ville a sa propre histoire, sa propre identité, ses propres spécificités. Faire vivre tout ça en réseau pour que tout à coup, il y ait une attractivité extraordinaire du Grand Paris,
Comment on pourrait s'y prendre finalement? Alors, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux d'abord, parce que la France a, au point de vue économique, oublions un instant la culture, 2 points de force, enfin il y en a d'autres, le tourisme, enfin en tout cas avant la crise, avant la pandémie, et ça reviendra, nous sommes la première destination internationale du tourisme, pour le tourisme, et puis le luxe, l'industrie du luxe. Mais ces 2 industries, que ce soit le tourisme ou le luxe, doivent énormément à la culture et singulièrement au patrimoine, c'est une évidence. Nous n'aurions pas Vuitton et autres si nous n'avions pas la culture et le patrimoine, et ils l'ont très bien compris. Ils sont d'ailleurs très présents dans le champ culturel. Et donc ça, je pense qu'il faut déjà faire passer ce message qui casse une frontière entre privé public, entre économie et culture. Non, il y a vraiment un lien qui peut être extrêmement vertueux entre les deux. Voilà, ça c'est une première chose. Le deuxième point, pour revenir très concrètement à la question que vous posez, vous avez évoqué, Sophie, vous avez absolument raison, la question des parcours et la question de l'éducation. Et ça c'est absolument fondamental. Moi j'ai longtemps enseigné à Paris 13, université dans une banlieue très déshéritée, Aubervilliers, Villetaneuse, pardon, et qui est installée à la fois à Bobigny, à Villetaneuse et à Saint-Denis. Il y a un patrimoine extrêmement important à mettre en valeur et les universités ont une politique culturelle qui est extrêmement pauvre. Donc là, il y a des enjeux qui font partie, à mon avis, des enjeux Grand Paris de manière tout à fait forte. Prenez par exemple l'architecture de l'université de Villetaneuse est extrêmement intéressante. Bobigny, on a réhabilité une ancienne imprimerie, etc. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler, en liaison avec tout ce qu'apporte le Grand Paris, notamment l'aspect transport, c'est-à-dire la possibilité de passer d'une banlieue à une autre sans revenir dans le centre de Paris, et de faire connaître Paris à des étudiants qui sont des étudiants de banlieue qui souvent ne connaissent pas Paris. Il faut prendre conscience de ça, à quel point le clivage Paris et banlieue est fort, et à quel point les enjeux sont fondamentaux pour le casser si on veut réussir le Grand Paris. Je vois que vous avez peut-être envie de répondre, enfin d'intervenir, Philippe, parce que la circulation justement entre Paris, les Parisiens qui vont dans le Grand Paris, et à l'inverse, le Grand Paris qui vient dans la capitale, n'est pas si évidente que ça, comme vous l'évoquiez, Françoise. Non, mais je pense qu'on a beaucoup évoqué le patrimoine architectural et j'en suis très heureux, mais il y a également le patrimoine artistique et il y a d'autres types quelque part d'innovation ou d'initiatives qui peuvent être prises. On travaille actuellement sur le projet des réserves du Centre Pompidou à Massy. Qui sait qu'il y a un opéra à Massy qui est à pas grand monde. Heureusement que vous le savez. Philippe, mais c'est vrai que j'ai constaté qu'il était trop mal connu, et donc qui est juste à côté de la future gare de Massy. On est au bord d'une cité sur donc le plateau de Saclay. Et donc là, si les réserves du Centre Pompidou, ces 140 000 œuvres, plus celles du musée Picasso, s'installent dans ce quartier, que l'on arrive à tisser des relations avec aussi la communauté scientifique, il y a là la possibilité de donner un vrai rayonnement, enfin une centralité, pas d'en faire une annexe de Paris, c'est ça le grand défi, que ce soit un lieu qui devienne connu en soi, parce qu'on va y développer un rapport art-science qui sera unique et qui sera peut-être aussi de donner des vocations à tout un quartier sur les métiers de l'art, pas simplement artistes, mais tout ce qui est restauration, etc. Donc c'est aussi ce genre d'initiative qui peut être importante. On tisse des liens entre science, art, patrimoine. Françoise, vous vouliez rebondir? Oui, vous avez prononcé le mot que je voulais prononcer, c'est métier d'art très important. Je pense à tout ce qui a été fait à Pantin, qui a complètement transformé la ville de Pantin et qui fait là tout à fait le lien entre la culture, l'artisanat, les artisanats d'art, etc., l'industrie et plusieurs industries d'ailleurs, et il y a aussi des universités, des écoles qui se sont installées là.
patrimoine vivant qu'on transmet, la transmission, l'interconnexion, j'ai entendu beaucoup ça, la galaxie, les laboratoires. Est-ce que c'est en bonne voie quand même tout ça? Qui aurait envie de répondre à ça? Est-ce qu'on a une vision vraiment prospective? Combien de temps ça va prendre? Parce que tout ça n'est pas nouveau malgré tout, de décloisonner les sections, les districts. Personne n'a envie de répondre à Sophie quand même. Je pense que, par exemple, pour évoquer ce qu'on est en train de faire là, dans notre beau district des arts, je crois que ça fait bien 25 ans qu'on en parlait. Et en fait, moi, je vois les choses assez positivement, je vais vous dire. C'est en fait le Covid qui nous a aidés. On était dans une situation, en fait, quand même, de stress. Et donc, on avait envie de créer beaucoup de choses entre nous. Le premier réflexe, moi j'allais au musée tous les jours, on était 3 dans le bâtiment, donc c'était une sensation très étrange. Et le premier réflexe, c'était de dire, d'abord regarder le lieu, dire il faut que ce soit du dedans-dehors, on a des terrasses, il faut qu'elles soient accessibles au public, il faut que les gens aient envie de venir, ils vont avoir envie de venir au musée, mais ça va les déstresser de pouvoir monter sur la terrasse, manger une glace, des choses très simples qui s'appellent la vie déjà. Et puis, on va utiliser la terrasse pour nos collègues. On a fait le premier petit déjeuner. Ça part parfois de choses si simples, avec un certain bonheur de vivre ensemble. Et c'est en fait ça qui a lancé les choses. C'est le fait de se parler, c'est la convivialité, mais aussi, il faut bien le dire, le fait qu'on ait été au pied du mur. Oui, Philippe, je vous en prie. Oui, juste pour abonder dans le sens d'avoir de l'espoir, je parlais du diagnostic des Champs-Élysées tout à l'heure, mais cet exemple-là, en fait, on est en train de faire une expérience qui est totalement inédite, dans le sens où la réflexion que l'on a menée pour réenchanter ces Champs-Élysées, construire une vision, d'une part, elle a été financée en termes de recherche et simulation par des acteurs privés, donc des grands groupes français, du luxe, ou des énergies, ou des infrastructures, qui ont toutes trouvé intéressant de devenir des acteurs de cette recherche, et qui vont continuer à abonder dans la mise au point aujourd'hui de l'étude de sa faisabilité concrète. Et on a embarqué avec nous le Grand Palais, le Petit Palais, le Théâtre des Champs-Élysées. On va engager la discussion avec le Jeu de Paume, avec l'Orangerie, peut-être avec la Marine, parce que tout ça, en fait, est un projet qui peut être dans lequel la limite public-privé ou culture-nature, en fait, font partie de ces silos qu'on a tout intérêt à faire tomber. Et là, je vois un exemple qui me laisse espérer qu'on comprend qu'il y a urgence à le faire. En fait, il aura fallu un choc, ce qu'on appelle un peu la résilience, c'est un mot un peu à la mode, mais qui a le mérite d'exister et d'exprimer concrètement comment on rebondit d'une façon positive. Après avoir été privé des uns et des autres, eh bien, ce manque-là a fait qu'on a tous rebondi vers le mieux et vers l'union, justement, la réunion de tout cela. Je vois le temps qui passe, il reste 28 secondes. Est-ce que c'est bien ça en régie là-bas ? Je ne vois pas très bien. On a un peu dépassé. On a dépassé, pardon. Alors, mais écoutez, moi, j'ai envie de finir sur cette note positive, sur cette note de résilience, sur le fait que le patrimoine architectural et culturel est plus que jamais au cœur de l'attractivité du Grand Paris. Et je tiens à vous remercier infiniment d'avoir été présent ce soir, parce que ce n'est pas toujours évident de caser ça dans vos agendas qui sont très très pris. Merci infiniment, et la suite à mes petits camarades que j'aperçois. Merci infiniment, à très bientôt, au revoir.